Bien, après avoir vu dans le Grand A que l'activité maritime était inégalement répartie, hein, ce qui est une conséquence de la mondialisation et du fait que la mondialisation spécialise en quelque sorte les territoires et les hiérarchise, eh bien, nous allons voir dans un grand B que dans ces espaces maritimes, il y a également des lieux stratégiques dont nous avions fait un focus pendant l'étude de cas sur l'un d'entre eux, qui était le détroit de Malacca. Donc, dans un petit 1, nous allons revoir certaines choses que nous avons déjà vues, mais nous allons étudier un peu plus en détail les canaux et les détroits, hein, ces seuils qui sont stratégiques et qui permettent de passer d'une mer à un océan, d'une mer à une autre mer. Qu'est-ce qu'un ces lieux stratégiques, pardon? Vous pouvez en voir un certain nombre sur cette carte, hein, ils sont symbolisés par les doubles traits là, comme par exemple le détroit de Malacca sur lequel on avait travaillé dans l'étude de cas, le détroit de Bab el-Mandeb qui commande l'entrée de la mer Rouge, le canal de Suez, le détroit de Gibraltar, le canal de Panama, le détroit de Bering. Donc, ce sont des lieux hautement stratégiques, évidemment. Alors, qu'est-ce qu'un canal? Eh bien, vous vous en souvenez, hein, un canal, c'est un passage artificiel hein, qui a été creusé par l'homme. Généralement, ils sont creusés sur des isthmes, hein, c'est-à-dire des étroites bandes de terre entre deux continents. Par exemple, ici, le canal de Panama a été creusé pardon, sur l'isthme de Panama. Ici, le canal de Suez a été creusé sur l'isthme de Suez. Et c'est intéressant d'ailleurs de voir que dans les deux cas, eh bien, les Français ont contribué hein, au creusement de ces canaux. Donc les Français ont une certaine, comment dire, expérience voilà, dans le creusement des canaux. Alors vous le savez, hein, on en a déjà parlé dans l'étude de cas, hein, ces canaux, ces détroits, et on l'avait vu notamment pour le détroit de Malacca, bien évidemment, ils ont un rôle fondamental car ce sont des points de passage indispensables, mais également très étroits. Et ils sont indispensables eh bien, sur le trajet de ces grandes routes maritimes qui permettent de relier les trois principaux pôles économiques mondiaux, à savoir l'Europe de l'Ouest, l'Amérique du Nord et l'Asie de l'Est. Et comme ils sont extrêmement empruntés, on l'avait vu notamment avec la photographie prise au large de Singapour pour le détroit de Malacca, eh bien, il y a un risque de saturation, hein, c'est-à-dire qu'il y a trop de navires, et ce risque de saturation, il est d'autant plus grand que le trafic ne cesse d'augmenter. Donc, on en vient à la nécessité de devoir élargir les canaux, par exemple. Bon, un détroit, on ne peut pas élargir, hein, puisque c'est quelque chose de naturel, hein, puisque un détroit, si je reviens sur la diapositive précédente, hein, vous le savez, on l'avait vu avec le détroit de Malacca, eh bien, c'est un passage donc étroit entre plusieurs États. Hein, ici, on vous schématise hein, le passage d'un détroit avec deux États qui se partagent le détroit. Bon, le détroit, on ne va pas pouvoir l'élargir puisqu'il est naturel, évidemment. Mais la circulation, par contre, est garantie par le droit international. On y reviendra plus tard. Théoriquement, aucun des deux pays, par exemple, qui se partageraient un détroit, n'aurait le droit de le bloquer. Mais concernant les canaux, eh bien, eux, comme ce sont des voies d'eau artificielles, hein, donc creusées par l'homme, eh bien, il y a là toujours la possibilité de les élargir. Hein. C'est le cas de Panama. Vous trouvez ce document à la page 42 de votre manuel. Et vous voyez qu'au moment de l'ouverture du premier canal, eh bien, la hauteur maximum des navires était de 25 mètres environ, et ces navires pouvaient porter 4500 conteneurs. Donc les navires qui pouvaient emprunter le canal étaient classifiés navires Panamax. Donc c'était ceux qui pouvaient emprunter ce canal jusqu'à ce qu'il y ait les travaux d'élargissement. Donc vous voyez, hein, le canal faisait 33,5 mètres de large pour 12,8 mètres de hauteur. Eh bien, dorénavant, il a été élargi de plus d'une vingtaine de mètres, hein, puisqu'il fait 55 mètres de large et la hauteur a été augmentée de 6 mètres,
ce qui fait qu'il peut accueillir des navires beaucoup plus gros, 33 mètres de haut contre 25, et qui peuvent accueillir plus de 3 fois plus de conteneurs, hein, 14 000 contre 4 500. Et ce nouveau canal a été ouvert en 2016. Les navires qui peuvent l'emprunter portent l'appellation Post-Panamax. Donc, vous voyez, on peut élargir un canal et c'est même nécessaire face au trafic toujours plus important et aux navires qui sont de plus en plus grands pour transporter toujours davantage de conteneurs. Rappelez-vous, lors du cours précédent, le cours de lundi, on avait vu ce navire géant qui pouvait contenir, qui faisait pardon, la taille de 400 mètres, donc le plus grand porte-conteneur du monde. Euh, alors, vous le savez, hein, comment dire, les canaux et les détroits font l'objet d'enjeux très très importants, notamment dans le domaine de la sécurité, hein, la sécurité de ces canaux et de ces détroits, compte tenu de l'importance du trafic et de tous les enjeux économiques que ça représente pour les pays qui sont au cœur de cette économie, eh bien, forcément, les canaux et les détroits font l'objet d'un enjeu sécuritaire capital. Alors, on a vu le cas pour le détroit de Malacca, puisque l'essentiel du commerce chinois en direction de l'Europe passe par le détroit de Malacca, que la Chine, ses hydrocarbures qui viennent du Moyen-Orient passent par le détroit de Malacca. Donc évidemment, c'est un important enjeu sécurité pour la Chine. Donc il est hors de question qu'il y ait de la piraterie, il est hors de question qu'il y ait des catastrophes maritimes, par exemple des échouages de navires qui bloqueraient le canal. Donc il faut assurer la sécurité de ce canal, quitte à y envoyer des forces armées. Autres canaux qui font l'objet de fortes tensions et de forts enjeux sécuritaires, pardon, c'est par exemple le détroit d'Ormuz. Donc le détroit d'Ormuz par lequel transite environ 30% du pétrole mondial, eh bien, et qui en plus est au cœur d'une région particulièrement tendue qui s'appelle le Moyen-Orient, avec des pays parfois qui sont très proches de la guerre, je pense à l'Arabie Saoudite et à l'Iran, eh bien, il est important que ce détroit d'Ormuz reste libre à la circulation, parce que si jamais il venait à être bloqué, eh bien, c'est 30% de la consommation mondiale de pétrole, du moins de la production mondiale de pétrole, qui ne pourrait pas être acheminée en Europe, en Asie, en Amérique. Et vous imaginez dès lors qu'il y aurait une explosion du prix du baril du pétrole, ce qui impacterait toute l'économie mondiale, et vous comme moi. Alors, les canaux et les détroits, hein, on l'avait vu également pour Malacca, vous le savez, ils ont des effets d'entraînement sur l'économie locale, hein, du fait par exemple qu'ils sont empruntés par de très nombreux navires. Eh bien, les détroits vont profiter à l'économie locale par un certain nombre d'activités industrielles qui vont se développer, d'activités portuaires, d'activités de réparation de navires, d'entretien. Donc ça a ce qu'on appelle des effets d'entraînement sur l'économie. On avait vu que le détroit de Malacca créait plusieurs dizaines de milliers d'emplois dans les pays riverains de ce détroit. Euh, les canaux également vont bénéficier du passage des navires, hein. Par exemple, dans le pays qui s'appelle le Panama, par lequel passe le canal de Panama, eh bien, tout autour de ce canal existe une zone franche, hein. Une zone franche est une zone dans laquelle les industries, par exemple, les entreprises payent moins de taxes. Donc, évidemment, ça a favorisé l'installation d'entreprises, d'industries, et donc ça a profité à l'économie du pays. Et en plus, à la différence des détroits qui sont empruntés librement et gratuitement, les canaux, comme ce sont des voies d'eau artificielles creusées par les hommes, eh bien, les pays qui possèdent les canaux, je pense à l'Égypte pour le canal de Suez ou Panama pour le canal de Panama, font payer les navires qui empruntent ces canaux, ce qui est évidemment source d'importants revenus pour ces deux pays. Alors, ensuite, on va s'intéresser, après les canaux et les détroits, à d'autres lieux stratégiques que sont les îles. Alors, malgré leur isolement, ces îles
ont parfois une position stratégique parce que, par exemple, elles peuvent se trouver à proximité justement de ces grandes routes commerciales et elles font souvent l'objet de militarisation, c'est-à-dire que les grandes puissances mondiales vont installer des bases militaires pour assurer, par exemple, la sécurité du transport et donc sauvegarder leurs intérêts dans la région et dans leurs intérêts notamment dans le commerce mondial. Donc, par exemple, eh bien, dans l'océan Indien, on trouve plusieurs bases navales américaines, la plus célèbre étant celle située sur l'île de Diego Garcia, dans l'océan Indien. Après, on en trouve d'autres qui ne sont pas forcément sur des îles, hein, que ce soit à proximité de l'océan Indien, comme Djibouti, les Émirats arabes unis ou Singapour. Dans l'océan Indien, on peut trouver également eh bien, des bases navales françaises, hein, à Mayotte, à La Réunion. On peut trouver à proximité, alors ils ne sont pas sur des îles, hein, mais dans ce cas-là, sur les côtes, on va trouver des bases navales évidemment indiennes, on va trouver une base navale chinoise à Djibouti. Donc il y a une forte militarisation en tout cas de cette région et notamment aussi des îles, on y reviendra quand notamment vous travaillerez dans l'étude de cas sur la Chine en mer du Sud. Certaines îles également vont jouer un rôle de hub. Je pense notamment à Malte, en Méditerranée, qui donc va servir en quelque sorte pardon, de plateforme qui permet de redistribuer le fret, les marchandises vers des ports secondaires. Donc ici, vous avez le port Mar-Saxe-Lok de Malte, donc qui est considéré comme un hub méditerranéen. Donc on y trouve, comme d'habitude, hein, des portiques pour décharger les conteneurs. On y trouve une zone franche ici qui va accueillir des industries et des commerces. On y trouve le siège régional de l'armateur français CGM-CMA dont on a parlé dans un cours précédemment. Des navires destinés au feedering, donc qui vont aller desservir les ports secondaires, dont on a parlé un petit peu plus tôt. On y trouve des entrepôts d'hydrocarbures qui permettent donc de stocker les hydrocarbures en provenance du Moyen-Orient pour aller les dispatcher vers des ports secondaires. Et on y trouve également un pôle logistique. Donc tout cela fait de Malte, cette toute petite île hein, de la Méditerranée, eh bien, un véritable hub. Bien, après avoir vu donc en grand A que l'activité maritime était inégalement répartie, après avoir étudié dans le grand B les lieux stratégiques et notamment les canaux et les détroits, eh bien en grand C, on va voir les dynamiques de ces espaces maritimes. Alors, concernant ces dynamiques, eh bien, elles sont fortement marquées par la montée en puissance des ports asiatiques que j'ai déjà brièvement évoqué tout à l'heure, et notamment évidemment ces ports chinois, puisque si on regarde le classement des 10 principaux ports mondiaux, hein, tout trafic contenu, c'est-à-dire conteneurs, hydrocarbures, vrac, eh bien tout trafic confondu, pardon, on trouve 7 ports chinois parmi les 10 plus grands ports mondiaux. Et cette montée en puissance, elle se traduit à travers les chiffres, hein. Par exemple, concernant les ports chinois, en 2000, il y avait simplement 4 ports chinois dans les 20 premiers ports mondiaux. Aujourd'hui, sur les 20 premiers ports mondiaux, vous avez 15 ports chinois. Donc, il y a vraiment une montée du trafic des ports chinois qui se voit à travers ce classement. Et ça traduit évidemment la montée en puissance de la région, puisque quand vous regardez le diagramme circulaire de droite, eh bien, l'Asie, à elle seule, fait plus de la moitié du transport maritime international. Alors bon, quand on parle de l'Asie, on pense toujours au port chinois actuellement, parce qu'on sait que la Chine est l'atelier du monde, que la Chine est cette grande puissance qui est en train de concurrencer les États-Unis dans le domaine économique. Mais il ne faut pas négliger encore le rôle important des ports japonais, hein. On a des très grands ports au Japon qui contribuent à la force de cette façade est-asiatique. Les ports européens qui représentent encore près de 1/5 du transport maritime international sont en recul, mais ce recul reste encore relatif. Et de même que les ports américains également sont en recul.